Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview. Si vous nous rejoignez sur les différentes plateformes du CESTI, aujourd'hui nous avons le plaisir d'inviter dans ce cadre magnifique sur le parvis de l'Institut fondamental d'Afrique noire, M. Saliou Ngom, qui est sociologue, politiste, enseignant-chercheur à l'IFAN et auteur de plusieurs publications, dont le livre Femmes et politique au Sénégal, dynamique imbriquée d'inclusion et d'exclusion de l'indépendance à nos jours, et d'autres sujets, entre autres les mouvements féministes au Sénégal, la place de la femme dans le champ politique. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir de parler de toutes ces questions, donc c'est moi qui vous remercie. Nous l'avons dit en prologue de votre présentation, vous êtes l'auteur du livre Femmes et politique. C'est le sujet de cet entretien, mais articulé autour de la question centrale du rapport entre les femmes et les élections. Nous allons revenir un peu sur l'histoire. Quel a été le rôle joué par les femmes aux étapes coloniales et post-coloniales? Alors, on peut même remonter jusqu'à la période pré-coloniale, parce que les femmes ont eu des positions très déterminantes dans l'espace politique précolonial, dans les différentes aristocraties qui ont existé, dans le Walo, dans le Fouta, dans le Baol, et dans tous ces royaumes, justement, les femmes en tant que linguères, mais aussi en tant qu'actrices politiques de manière plus globale, ont joué des rôles très déterminants dans l'espace politique sénégalais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'administration coloniale, le colonialisme globalement, a contribué à consolider l'exclusion politique des femmes dans les espaces de pouvoir en réalité. Les travaux de Cheikh Anta Diop sur le matriarcat, sur la matrilinéarité, montrent que le socle de nos sociétés africaines noires, c'est le matriarcat en réalité, et qui légitimait, donnait du pouvoir aux femmes dans les familles, justement, avec la matrilocalité. Les femmes ont aussi participé de manière très active, très déterminante dans les luttes anticoloniales, justement, pour l'indépendance, dans les différents partis qui ont existé. Alors, leur participation a plutôt été invisibilisée. On connaît très peu l'Union des femmes sénégalaises qui a joué un rôle très déterminant à partir des années 50 dans ces luttes de libération, justement en raison de cet étouffement. Dans l'histoire politique du Sénégal, nous avons eu des femmes mairesses, des femmes députées et aussi des femmes premiers ministres d'État. Mais qu'est-ce qui fait jusqu'à présent que les femmes ne peuvent pas briser ces plafonds de verre et accéder à la magistrature suprême? On peut penser qu'il y a qu'il y a eu beaucoup de progrès ces 10, 15 dernières années, mais qu'il y a encore ce qu'on peut appeler un plafond de verre finalement, qui fait que aussi bien au sein des partis politiques, les cadres législatifs, les cadres qui organisent le fonctionnement de ces partis politiques ne sont pas assez sensibles au genre. C'est d'autant plus vrai que les femmes, quand elles sont dans ces partis-là, militent plus dans des sections féminines de ces partis. Et leur promotion passe le plus souvent par ce canal. Et pourtant, sur le plan institutionnel, le Sénégal a mis sur pied depuis 2005 une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, a adopté la loi sur la parité en juin 2011, a pris des engagements internationaux sur le continent africain à travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et aussi au niveau mondial à travers la CEDEF et aussi le protocole de Beijing. En réalité, il y a ce niveau institutionnel, justement, depuis 95 maintenant, depuis Beijing. Il y a eu beaucoup d'évolutions institutionnelles. La Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination, celle de Maputo, y compris la loi sur la parité, qui a beaucoup transformé l'espace politique. D'un point de vue arithmétique, oui, mais aussi en termes de recrutement au sein des partis politiques. Beaucoup de choses ont changé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de limites
dans la construction de ces textes et beaucoup de dynamiques qui concourent ou qui favorisent l'ineffectivité de ces textes aussi. Il y a ce qu'on peut appeler un pluralisme normatif. Il y a le droit coutumier, par exemple, l'ineffectivité d'un certain nombre de textes du Code de la famille s'explique aussi par ce pluralisme normatif, des référentiels qui seraient issus justement d'une influence religieuse musulmane. Et donc, ces dynamiques institutionnelles aussi présentent un certain nombre de faiblesses. Il y a des défis, justement, et des résistances internes dans l'espace politique, à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, au Conseil, etc. Monsieur Ngom, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et donc, à nous revoir peut-être bientôt. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Merci à la rédaction et à la réalisation. Suivez vos programmes préférés sur nos plateformes.